avancer sur la partie réseau, pas une démo cette fois, mais de montrer l'intérêt de passer d'un LAN hérité aux architectures SPIN, l'IVPN, avec Zoreol Service et Alexandre Girard. Et maintenant, c'est moi qui meule parce que je n'ai pas changé la slide. Des questions peut-être, Hugo, du live? On n'a pas de questions à part des gens qui félicitent les présentations. C'est très clair. On a pas mal de bons retours sur ce qui se passe en direct ici à Orléans. Et on a hâte de la suite, évidemment, de la soirée. Donc je répète, si vous êtes en direct sur le live, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat, sur LinkedIn également, pour qu'on puisse les lire. C'est à toi, vas-y. Micro. Hop. Let's go. Non. Touche, pas touche. Hop, je vais le faire. Bonsoir à tous et à toutes. Donc je suis Alexandre Girard, je suis le directeur technique de Zoreol. Et ce soir, je vais vous présenter. Donc, vous avez eu des petites présentations de la couche applicative avant, avec Active Directory. Toute la partie virtualisation après, et moi je vais descendre encore un petit peu sur la partie réseau. Parce que les nouvelles technologies de virtualisation c'est bien, mais il faut bien le transporter à un moment ou à un autre. Donc l'idée ce soir c'est de montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, et surtout, petit cours d'histoire, ça va être de pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. C'est toujours la problématique avec l'informatique, c'est que c'est pas créé pour le fun, c'est toujours créé parce qu'il y a un besoin à résoudre derrière. Petite pause pub YouTube, Zoreol. On est à la base une société, on est une ESN, on est une société de conseil spécialisée dans le monde du réseau et de la sécurité. Et donc du coup, notre base, en fait, ça va être aussi de pouvoir travailler avec des clients pour leur proposer des architectures réseau et la sécurité qui tourne autour de ce réseau-là, de pouvoir leur vendre le matériel et également par la suite de pouvoir les intégrer dans leurs infrastructures et pour certains clients pouvoir en faire l'opération, l'infogérance au quotidien. Fin de la pause YouTube. Du coup, l'idée, c'est ce soir de vous montrer comment on passe d'une architecture, ça tombera pas plus bas, d'une architecture classique, comme vous pouvez retrouver dans vos LAN, plutôt typé entreprise, plus que data center ou provider, mais d'une architecture 3 tiers plus, globalement vous avez du spanning tree, des VLAN, à une architecture moderne qui va être basée sur une topologie spine leaf et un plan de contrôle sur base d'IVPN. Donc pour commencer là-dedans, on va faire un petit cours d'histoire et on va remonter un tout petit peu dans le temps, mais vraiment un tout petit peu. Je n'étais pas vieux à cette époque-là. Il faut remonter en 1938 à Edson Erwin, donc un ingénieur américain qui, à l'époque, avait déjà initié pour la toute première fois, au travers de travaux, le concept d'architecture multi-étage. À l'époque, on ne parlait pas de 2950. À l'époque, on parlait de commutation téléphonique. Il faut juste remettre dans le contexte, parce que justement, la problématique de départ, c'est que les réseaux de téléphonie, toujours la problématique de scale-up et de scale-out. C'est comment on améliore une infrastructure. Donc à l'époque, pour de la téléphonie, pour de la commutation, soit on met un plus gros équipement, on le met plus de ports, il est plus gros, il est plus performant, mais aussi il est beaucoup plus coûteux. Il faut voir ce qu'il y avait à l'époque. Et donc ce concept d'architecture multi-étage, ça va être, au lieu de mettre un équipement plus gros, on va mettre plus d'équipements plus petits. Et donc du coup, c'est une première conceptualisation qui a été faite en 1938. Mais il faudra attendre 1952 avec Charles Clough qui a officialisé la topologie multi-étage qui porte son nom justement, la topologie Clough. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le terme, et ce terme vient de là. Ce qu'a fait Charles Clough, en fait, à la différence d'Erson Edwin, c'est
le document est assez intéressant, mais aussi un petit peu compliqué, parce que c'est beaucoup de mathématiques. Ça va être de rendre les concepts mathématiques, de créer une architecture qui scale, une architecture qui est non bloquante, et justement comment on améliore tout ça pour l'époque. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, une architecture clos à l'époque. C'est le concept d'entrée, de milieu et de sortie. Pour rappel, on est en téléphonie, donc du coup, le full duplex, ça n'existait pas, on ne peut pas téléphoner en même temps que recevoir l'appel, ça n'existait pas à l'époque et ça n'existe pas encore aujourd'hui. Mais le concept, c'est justement de pouvoir, au lieu d'avoir, il faut toujours avoir un lien de disponible sur une infrastructure au milieu pour pouvoir joindre une destination. Et donc le concept, c'est de mettre une architecture, de mettre des équipements au milieu, justement de scaler en 3 étages, donc justement ce qu'on appelle 3 étages, entrée, milieu, sortie. C'est juste un concept, et ce concept-là permet de créer une base d'un réseau, justement, quand il est construit de façon homogène, d'être non bloquant. Ensuite, après ça, on continue quelques années plus tard. On arrive en 1985. Et en 1985, il y a un petit monsieur qui s'appelle Charles Lyserson qui a rendu des travaux et qui a officialisé les réseaux Fat Trees. Et les réseaux Fat Trees, vous l'utilisez à peu près tous au quotidien sans spécialement le savoir, j'imagine, mais le concept d'un réseau Fat Trees, c'est de faire d'augmenter la capacité des liens vers la racine. Aujourd'hui, vous livrez des ports RJ45 1G, fibre 10G ou ce que vous voulez, mais vous avez toujours vos ports de Plink, vous mettez toujours des ports plus gros. Et donc ce concept-là, il n'est pas tout jeune, il date de 85. Et donc du coup, à cette époque-là, l'idée, c'était pour des réseaux HPC. On n'était toujours pas dans le monde des réseaux modernes comme on l'a aujourd'hui, mais le concept, c'était que faut toujours scaler vers la racine. Plus vous montez vers le haut de votre réseau, il faut avoir une densité. Alors à l'époque, c'était des liens, parce que c'est une topologie qui ne s'applique pas qu'au réseau informatique, mais à l'époque, ça s'appliquait aussi pour la logique processeur. Et donc du coup, cette logique-là, c'était justement, comme vous le voyez sur le schéma, vous avez 2 équipements. On n'a pas un petit bip, j'ai vu tout à l'heure, c'était peut-être à vous le petit laser? Ah, dommage. Quand on arrive sur les équipements verts, tout en bas, on remonte, ça fait 2 liens, et donc le concept, c'est comment être non bloquant. On remonte sur l'équipement rouge en ayant 2 liens. Merci beaucoup. Alors, comme ça, parfait. Donc le concept, effectivement, vous avez 2 liens ici, vous remontez ici en 2 liens parce que vous avez 2 liens en dessous, donc c'est non bloquant. Si vous avez, peu importe la capacité que vous avez ici, c'est non bloquant. Et là, pareil, 2 liens, et vous remontez à 4, et ainsi de suite, en continuant sur l'infrastructure. Donc l'idée, c'était justement de mettre des bases, en fait, d'une topologie qui, à tout niveau, plus au même niveau, vous avez une même capacité de port, et plus vous montez, plus vous augmentez la capacité de façon homogène, justement pour être non bloquant. Arrivent maintenant les années 90 à 2010 à peu près, voire même pour certaines infrastructures jusqu'à aujourd'hui, mais on arrive à une ère justement que beaucoup d'entreprises ont connue, beaucoup d'entreprises connaissent encore, c'est les réseaux d'aujourd'hui, les réseaux que je vais appeler d'hier, parce qu'on essaye de ne plus faire ça aujourd'hui, mais tout le monde a eu une infrastructure, un cœur de réseau, des switches d'agrégation, et puis des switches d'accès, quand c'est bien construit. L'idée, voilà, on met du spanning tree sur le réseau, ça fait sa tambouille, c'est génial, on connecte tout ensemble, et puis ça arrive jusqu'au firewall et jusqu'au PC. Sauf que ça pose du coup ces petits problèmes, tout ça. Donc, pour revenir un peu en histoire, spanning tree, protocole, STP, je pense que j'apprends rien à personne, tout le monde le connaît, ce petit protocole-là, en bien ou en mal. Surtout en mal, j'imagine. Mais l'idée, quand même, années 90, inventé par l'I3E, l'idée de ce protocole, en fait, la problématique qu'il essayait de résoudre, à l'époque, il n'y avait pas le concept de VLAN encore. Mais la problématique, c'est toujours la problématique du niveau 2. Pour ceux qui le savent, le niveau 2, c'est très problématique. Et le niveau 2, en fait, il n'a pas été pensé pour résoudre des problèmes de boucle. Vous connectez des équipements ensemble, vous faites une boucle, une topologique, physique, et le problème, c'est que dans le niveau 2, vous avez des petites requêtes qui sont du broadcast. Et donc, du coup,
des requêtes qui disent aux autres switches de se connecter au suivant et ainsi de suite et de renvoyer. Bon, tout le monde a peut-être fait ça. Tous ceux qui ont été à l'école, globalement, ont déjà expérimenté ça en lab. En entreprise, je pense qu'il y a des gens qui ont passé des petites soirées à essayer de trouver quel est le port du micro-switch de téléphone qui a été branché à un endroit de l'infrastructure. Et donc, du coup, STP a été initialement pensé pour ça, pour pouvoir créer un spanning tree, justement, un arbre sur le réseau, pour pouvoir créer, justement, enlever les boucles. Donc, ça se passait comment? En désactivant des liens. À l'époque, c'était aussi simple que ça. Comment on casse une boucle? Eh ben, on enlève un lien à un endroit. Spanning tree, par la suite, il a eu des évolutions. Et justement, la première problématique de Spanning Tree, c'est que il est lent à converger. Pour ceux qui connaissent la première version de Spanning Tree, il faut entre 30 et 50 secondes, le temps que la topologie se reconstruise. 30 à quasiment une minute de coupure sur une infrastructure, c'est pas vraiment de la redondance. C'est assez lent. Mais on est en 90, c'était déjà mieux que rien. Arrivé ensuite, au début des années 2000, Rapid Spanning Tree. Et Rapid Spanning Tree, justement, il améliore un petit peu le protocole quand même, mais surtout, il descend à quasiment 1 à 3 secondes le temps de convergence. C'est marqué dans son nom. Ils n'ont pas été chercher très loin, l'I3E, mais du coup, c'est rapide, c'est ça. Mais le concept, déjà, ça améliore. Quand on a à peu près 1 à 3 secondes de coupure sur une infrastructure, c'est mieux déjà, par rapport à quasiment une minute. Mais entre-temps, est arrivé effectivement un petit concept que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, je l'ai oublié sur le côté, les petits VLAN, parce que justement, c'était bien de tout faire sur un même réseau. Il y a peut-être malheureusement encore des réseaux aujourd'hui qui sont tous construits sur le même réseau, mais l'idée, c'est de pouvoir segmenter les domaines de broadcast, pouvoir segmenter les LAN, donc de créer des LAN virtuels. L'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir des machines qui ne communiquent pas avec d'autres, ou alors qui communiquent avec d'autres, mais qu'à certains endroits de l'infrastructure, sans pour autant avoir à retirer des liens physiques entre les équipements, parce que c'est coûteux. Et donc du coup, Rapid Spanning Tree, ça a toujours la même problématique que Spanning Tree. Ça désactive les ports, peu importe ce qui passe dessus. Et donc du coup, en désactivant les ports, vous voyez comme sur le schéma à côté, ça aide pas beaucoup pour la redondance, parce que vous pouvez mettre autant de liens que vous voulez, il n'y en aura toujours qu'un seul qui sera utilisé. Et donc du coup, arrive 2003, Multiple Spanning Tree. Donc le concept de Multiple Spanning Tree, on se base toujours sur RSTP justement pour la partie Spanning Tree, pour la partie recherche de l'infrastructure et pour trouver la topologie pour casser les boucles. Mais la différence, c'est qu'on l'applique sur des domaines, et des domaines qui peuvent regrouper des VLAN. Et donc du coup, on ne coupe plus les ports, on coupe au niveau virtuel, au niveau, à l'époque, des trunks, on met des trunks entre des switches, et donc du coup, au lieu de couper le port physiquement, on va couper un VLAN, un groupe de VLAN qui ne passeront pas par ce port-là le temps que l'infrastructure reconverge. Et donc du coup, ça améliore un petit peu la résilience, parce que du coup, les liens ont réparti un petit peu la charge. Mais ça ne résout pas la problématique du fait qu'on ne peut pas avoir de l'équilibrage de charge. A été aussi, je peux vite fait parler de LACP. Bon, LACP, vous en utilisez peut-être aujourd'hui, effectivement. Bon, vous mettez des liens entre deux switches pour éviter de faire une boucle. Vous faites un agrégat. L'idée, le concept de LACP, c'était justement comment on arrive à faire communiquer du trafic. Donc LACP, c'est vraiment de niveau 2. Comment on fait communiquer du trafic de niveau 2 entre deux équipements de façon équilibrée. Donc du coup, LACP était pensé pour ça, pour éviter justement, ça permet de considérer ça comme un seul lien, un seul lag. Mais comme je disais, la problématique de tout ça, c'est que Spanning Tree, peu importe dans ses variantes, il y a toujours la problématique de j'ai toujours des liens désactivés ou une partie des liens qui sont désactivés. Je n'ai pas une redondance complète. Et donc pour ça, arrive en parallèle, parce qu'on arrive dans un autre monde aussi, le concept de CMP. Et ça, le concept de CMP, vous allez voir, c'est très important pour la suite, parce que c'est la base de beaucoup de choses, surtout dans le monde du niveau 3, parce que c'est un mécanisme de niveau 3, justement, ne pas faire l'amalgame. Le CMP n'est pas un protocole. Le CMP est un concept algorithme qui a été ensuite formalisé algorithmiquement, mais le concept de CMP, Equal Cost Multipath, c'est de faire justement sur un réseau de niveau 3, pas équipé en niveau 3, je reprends, mais un réseau de niveau 3, de pouvoir équilibrer des routes identiques avec un même next hop, un même poids, et de pouvoir justement utiliser les mêmes
ces mêmes next hop pour pouvoir acheminer du trafic et pas utiliser qu'un seul lien, de toujours avoir plusieurs liens actifs. ECMP s'est inventé à la base, le concept a été répertorié pour la première fois en 89 dans la première RFC sur OSPF V1. 1989, dans le domaine de l'informatique, moi j'étais pas né, mais dans le domaine de l'informatique, c'est une très grande année, parce que c'est aussi une année où il y a un petit truc qui s'appelle le World Wide Web qui a été annoncé, qui a été inventé. On l'utilise très légèrement aujourd'hui, mais c'est une année où justement il y a eu un essor au niveau Internet. On remet dans le contexte, on est sur l'émergence. IP existait déjà, venait d'exister. L'ARPANET venait de s'arrêter. Ça sort des réseaux, ça sort des États-Unis. Donc tout ce concept de niveau 3 commence à émerger. Tout ce concept de routage Internet, tout ce concept de web globalement. Et donc du coup, OSPF V1, à l'époque, pas pour Internet, mais a conceptualisé ECMP. Arrive 91, OSPF V2, assez connu, qui lui, en revanche, à la différence, standardise ECMP. En 89, si on lit la RFC, c'est indiqué, on introduit un concept de lien, mais d'équilibrage de charge sur des liens de niveau 3, mais la définition reste à définir pour la suite. Et donc, en OSPF V2, on rend bien le contexte justement on introduit ce mécanisme-là. Mais les conditions, les informations de pourquoi et comment ça fonctionne, on devra attendre 2000. Et en 2000, il y a une RFC sur ECMP qui sort. Et en fait, comme dit, c'est pas un protocole ECMP. ECMP, c'est un mécanisme de hachage globalement pour comment on fait pour répartir la charge sur plusieurs liens. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours une problématique. C'est la magie avec l'informatique, il y a toujours un oui, mais. Mais du coup, ce oui, mais, c'est le fait que comment on fait du réordonnancement de paquets sur une interface. Parce que si ça part sur un lien qui va un peu plus loin de l'autre côté, que j'ai 14 paquets qui arrivent avant le premier, faut que je le mette dans un buffer, faut que je le mette à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe? TCP, ils n'aiment pas trop. Tous ces mécanismes-là qui posent problème. Donc, il y a des gens qui sont posés sur la table et qui ont standardisé justement un mécanisme avec des tuples. C'est intéressant, mais c'est tout un bazar aussi derrière de comment ça fonctionne, comment on répartit du hachage, et ainsi de suite. Arrive aussi en parallèle un tout petit protocole, mais vraiment tout petit peu, un tout petit BGP. Alors BGP, dans le monde de l'entreprise, n'est pas souvent connu, mais avec les réseaux modernes, il faut qu'il le soit. Parce que BGP, aujourd'hui, c'est le protocole qui régit Internet, pour ceux qui ne le savent pas. Tout Internet, il n'y a qu'un seul protocole qui fait fonctionner Internet, c'est BGP. Vous pouvez mettre chez vous, vous pouvez peut-être avoir encore du RIP V2 si vous voulez, vous pouvez avoir de l'OSPF, vous pouvez avoir de l'ISIS. Pour aller sur Internet, il n'y a pas le choix, c'est du BGP. Parce que la problématique de BGP pensé en 89, on revient encore dans le contexte de l'émergence d'Internet. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Le réseau de l'ARPANET aux États-Unis et un protocole qui s'appelait EGP. Le protocole EGP, à l'époque, en fait, justement, il introduisait un concept d'autonomous system. En fait, de zone, on crée une zone de réseau pour pouvoir communiquer avec un autre, justement, pour essayer de faire un réseau complet. Parce que la problématique qu'il y avait aussi, c'est les autres protocoles de routage on a vu OSPF V1 arriver aussi au même moment. Il y a ISIS, même on prenait pourquoi OSPF est arrivé, parce que RIP, ça ne suivait pas derrière en termes de scaling et puis de routage. Mais la problématique, c'est comment on scale un réseau très grand. Alors à l'époque, un réseau très grand, c'était déjà 100 routes, c'était déjà énorme. Mais on est en 89, donc il faut remettre tout dans son contexte. Mais comment on arrive à avoir un protocole qui arrive à scaler et surtout un protocole politique, comme je le dis. Parce que le concept de BGP, à la différence des autres, c'est que c'est un protocole qui pour ça qu'il a été régi pour Internet, c'est qu'il fonctionne avec des policies, il fonctionne sur la politique. On peut choisir de préférer un lien, de préférer une destination, de choisir de choisir une destination en particulier en fonction de certains critères. On peut le faire manuellement, pas forcément. OSPF, ISIS, c'est des protocoles qui ils sont tous amis, ils communiquent tous ensemble et ils trouvent le meilleur des chemins. Oui, mais sur Internet, je pense que on le voit malheureusement actuellement dans les contextes géopolitiques.
je ne suis pas certain que vous ayez envie que votre trafic traverse certains pays. Et justement, BGP, des fois, on fait un petit contour, on parle là de pays, mais on peut parler, voilà, vous n'avez pas envie d'aller chez tel opérateur, vous avez envie que tout votre trafic passe par Zayo. Mais vous n'avez peut-être pas envie qu'il aille chez son concurrent parce que c'est plus cher, parce que machin, souvent c'est l'économie qui joue, hein, mais il y a la politique également. BGP permet de faire ça. Donc en 89, on trouve un protocole alternatif à EGP, un protocole un peu plus moderne qui corrige pas mal de choses et donc du coup qui introduit ce concept d'AESPAS. Et en fait, le concept de l'AESPAS à la base, c'est que EGP aussi, il ne pouvait pas utiliser plusieurs liens. BGP, il ne résolvait pas les problèmes de boucles, des boucles de niveau 3. Et donc, il fallait créer un protocole pour ça, et BGP a été créé justement l'AESPAS. Donc, un Autonomous System, c'est un numéro, un ID, qui va être associé à un environnement, on va dire, dans votre instance BGP que vous allez avoir de l'autre côté. Et vous allez communiquer avec un autre Autonomous System. Et vous allez vous échanger les routes comme ça. Et en fait, le concept d'AESPAS, c'est fait un chemin d'AES qui permet de savoir au bout d'un moment quand ça fait tout le tour et que vous recevez vos propres routes avec votre propre numéro d'AES, c'est que vous avez fait le tour, ça s'appelle une boucle. Donc on met à la poubelle et comme ça enlève le mécanisme, ça met en place un mécanisme qui casse les boucles. Et donc du coup on continue, deuxième itération de BGP en 90. Bon, un petit peu de nettoyage du protocole, on corrige les bêtises du premier et on introduit les concepts pour faire de l'authentification. Pareil, comment on fait un keep alive pour pouvoir garder une session allumée, comment on vérifie tout ça. Bon, on l'améliore un petit peu. Arrêt 91, BGP3, continue, on met en place, on commence à mettre du versionning dans le protocole justement pour éviter les problèmes de rétrocompatibilité. S'il y en a un qui parle le V2 et moi je parle le V3, on va éviter les petits problèmes. Détection de collision et collection, donc en gros, s'il y a deux peers BGP qui se connectent en même temps, on trouve un moyen de mettre des messages d'erreur, justement de savoir qui prend la connexion ou qui en prend pas en fonction d'eux. Et on corrige des petites contraintes qu'il y avait. On continue à améliorer le protocole. Arrivé 94, 4e version de BGP. Et actuellement, c'est cette version-là qui régit Internet. Améliorée, hein, elle a bien sûr bien beaucoup évolué, beaucoup de choses ont été introduites depuis 94. Mais globalement, on arrive aussi à une époque où on enlève, vous vous souvenez des classes réseau, et justement tout ce concept-là qui a été mis à l'époque, c'était déjà, je crois que ça devait être 92, 93, je crois, où ça a été officiellement retiré, et BGP le force dans son protocole en disant maintenant on parle plus de classes, parce que la problématique à BGP3, c'est que ça annonce des classes réseau. Mais comme spécifié dans la RFC, interdiction d'envoyer des hosts, interdiction d'envoyer des subnets. Et donc du coup, mais pour pouvoir régir Internet, c'est pas très pratique de ne pas pouvoir envoyer des subnets. Et vu que les classes réseau avaient été abolies globalement, on introduit le concept CIDR et le concept de CIDR que tout le monde connaît aujourd'hui, un bon /24, de pouvoir mettre des bits justement en sous-réseau et plus de l'avoir dans l'adresse réseau comme c'était avant avec les classes. Et donc du coup, ça permet d'envoyer maintenant des routes. On envoie des routes avec un netmask qu'il y a derrière. Et donc, du coup, on supprime les classes réseau. BGP continue un petit peu à évoluer, mais quelle était la problématique aussi de BGP en 94 ? En 94, il y avait l'IP. On utilisait IPv4, c'était bien, mais fin année 95, arrivé à un protocole qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'arrive pas à prendre le contrôle, IPv6. Fin 94, globalement, jusqu'à aujourd'hui. Et comment on fait quand on a un deuxième protocole de routage de niveau 3 qui est utilisé sur Internet ? La BGP, à la base, il pensait que pour IPv4. Et donc, du coup, encore une petite RFC qui est sympathique, MPBGP, multiprotocole BGP. On introduit un concept un peu large de comment on fait pour transporter différents types de protocoles. Parce que, vous allez le voir, là, je donne deux exemples, IPv4 et IPv6. Mais si vous regardez les codes de l'IANA, il y en a un bon paquet, même du X25, pour ceux qui ont connu dedans, ça peut être transporté là-dessus. Et donc, du coup, pourquoi se restreindre à IPv4 ou IPv6 ? On fait quelque chose de beaucoup plus large. On fait un protocole standard avec des numéros, parce que c'est plus simple. Les petits numéros, c'est assez simple. Et donc, on introduit le concept AFI-SAFI, Address Family Identifier, Subsequent Address Family Identifier. L'idée, en fait, comme vous le voyez, c'est qu'on crée c'est un couple qui va toujours ensemble. On parle toujours d'AFI-SAFI. Et dans BGP, ça va être de pouvoir
pour ceux qui en font du BGP, vous choisissez toujours Family, Inet, quelques unicast par exemple, ou une autre adresse, Family, L2VPN, Signaling, et ainsi de suite. Quand vous faites vos services. Et justement, les AFI, ça va être les adresses, ça va être le type de protocole. Je donne 2 exemples pour c'est plus simple, IPv4, IPv6. Mais Family L2VPN, Family, après on va voir le L3VPN. Il y a un nombre de protocoles, encore une fois. Tous les codes sont régis par l'IANA. Mais ça va être la famille, le protocole. Et ensuite, on va mettre en gros le sous-protocole. Qu'est-ce qu'on entend par sous-protocole? L'IPv4 peut être unicast, multicast. IPv6 peut être unicast, multicast. Il y a d'autres protocoles, comme on le verra après, pour EVPN. C'est une famille L2VPN, SAFI, EVPN. Et donc, du coup, ça permet, en fait, de ça, quand on communique avec un peer en face, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va communiquer ensemble, qu'est-ce qu'on va s'échanger. Parce qu'aujourd'hui, on s'échange que des routes IPv4. Est-ce qu'on peut s'échanger des routes IPv6? Des IPv6 comment? Multicast, unicast? OK, on est d'accord, on s'échange des routes. Comme ça, on peut communiquer, les 2 peers BGP fonctionnent ensemble. Maintenant, on fait un petit retour en arrière. Je restais dans l'ordre chronologique de l'histoire. On fait un petit retour en arrière par rapport à nos réseaux de niveau 2, le spanning tree, les petites problématiques qu'il y avait. Bon, on est en 2011. On est en 2011. Il y a eu des tests quand même. Comment on améliore les réseaux de niveau 2? Comment on fait justement? Parce que la problématique, c'est comment on fait de la résilience, comment on fait de l'équilibrage de charge et comment on transporte un service d'un point A à un point B. Il y a eu une tentative, l'IETF. Quand je dis bien une tentative, vous allez comprendre pourquoi. L'IETF, en fait, a sorti un protocole qui s'appelle TRIL, Transparent Interconnection of Lot of Links. Et en fait, ce protocole-là, à rallonge, c'est une tentative, justement. Bon, on arrive, spanning tree, on a bien compris que ça ne pouvait pas aller plus loin. C'est un protocole de niveau 2, c'est fait pour enlever des boucles, c'est pas fait pour faire du routage ou faire de la commutation équilibrée. Et donc, du coup, on a introduit le concept de AirBridge, Routing Bridges. Donc les équipements, vos switches, sont en fait de Routing Bridges parce que ça fait du routage en se basant sur le protocole ISIS. OSPF, ça se base sur des IP, ça se base sur un protocole de niveau 3 pour pouvoir router. ISIS, lui, a la particularité, qui existe depuis un peu plus longtemps, de se baser sur du niveau 2. Donc il n'a pas besoin de concept d'IP, il existait même avant IP. Et donc du coup, ISIS va pouvoir faire de l'état de lien, va pouvoir router justement de quelque chose au-dessus, mais nous, on veut transporter des niveaux 2. Donc, il n'y a pas de concept d'IP ou autre. On veut transporter du trafic en fonction d'une interface à une autre. Mais justement, l'avantage du niveau 3, c'est qu'on peut équilibrer la charge. On l'a vu, il y a ECMP. On peut équilibrer la charge, mais aussi, on peut casser des boucles. Il n'y a pas besoin d'avoir en niveau 2, on est obligé de mettre spanning tree, ça pose problème. Ça fait des boucles tout le temps. Le niveau 3, il faut le forcer pour faire des boucles. Et quand on met un protocole justement comme ISIS qui empêche les boucles de réseau, on corrige ce problème-là. Et donc, TRIL, vous l'avez peut-être que certains en ont encore aujourd'hui, paix à leur âme, mais Cisco avait un petit protocole qui s'appelait FabricPass. Pour ceux qui en ont fait, la magie de FabricPass, ça se repose sur TRIL pour le fonctionnement. Mais quelle était la problématique? Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas du TRIL partout? Parce que, le concept initial est louable. Il faut résoudre, on veut transporter et équilibrer, on veut résoudre les problématiques qu'on a avec les réseaux de spanning tree. Et donc du coup, oui, il faut un réseau entièrement TRIL pour que ça marche. Donc ça veut dire bouger toute l'infrastructure qu'il y a derrière. Mais comme tout nouveau protocole, faut penser qu'il faut que ça scale. Et donc là, un concept aussi, c'est les ASIC. En fait, quand vous avez un équipement réseau, pour que ça scale, on ne peut pas tout faire en CPU. Le CPU, c'est sympathique 5 minutes. Mais quand on veut commencer à scaler, je reprends un petit peu aussi l'époque, mais à plus de 40, 100 G et ainsi de suite, c'est à peu près ce qu'il y avait à peu près à l'époque. Le CPU, au bout d'un moment, soit vous en mettez un très très gros, mais bon, ça chauffe, ça coûteux et ça pose problème. Après, il faut mettre des ASIC. Des ASIC, c'est des silicones dans les équipements, donc c'est du silicium, c'est des puces qui vont être dédiées à des fonctions très précises. C'est des puces qui vont être construites à la base, construites en usine, avec des fonctions bien précises. Mais ce qui va permettre ce qu'on va appeler l'offloading globalement. On va décharger une fonctionnalité, le routage IP, le forwarding d'adresse MAC, le forwarding de VLAN, et ainsi de suite. On va le forwarder à une puce et puis au CPU. Donc du coup, la puce, elle le fait très bien parce qu'elle est optimisée aux petits oignons, mais la différence, c'est qu'elle n'est pas reprogrammable derrière. Elle ne sait pas faire à la volée un CPU, c'est reprogrammable
comme on veut. On choisit ce qu'on veut mettre dedans, mais voilà, le prix de la performance par rapport à la modularité. Il y a un juste milieu, les FPGA ou les CPL, globalement, pour ceux qui connaissent. Mais pareil, on fait quelque chose de très fixe, mais très performant, ou alors de quelque chose de très modulaire, et du coup, qu'il le fait moins bien. Et donc, du coup, il faut des nouveaux ASIC pour ça. Donc, il faut que les gens redéveloppent des ASIC, des nouvelles puces pour intégrer Trill dedans. C'est sympathique, mais il faut du coup du matériel adapté pour ça. Donc, ça veut dire que tout le monde, allez, vous voulez Trill, c'est génial, il faut changer tout votre réseau. Ok, sympathique, est-ce qu'il y a une alternative? Et donc, du coup, aussi, problématique, c'est qu'en 2011, on aime bien les réseaux IP aussi. Et donc, du coup, ça ne fonctionne pas sur IP. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, là-dedans? C'est que, comme on va le voir pour le protocole suivant, c'est qui dirige un petit peu la variante, enfin, là où on va dans le monde, pour le monde du réseau? C'est les constructeurs, globalement. C'est les constructeurs et c'est les gros clients. Et donc, du coup, s'ils ont dit que c'était pas terrible, tout le reste du monde dit oui, c'est pas terrible. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, en 2017, c'est devenu un échec parce que l'IETF a fermé le groupe qui travaillait sur Trill. Donc, aujourd'hui, c'est un protocole mort. Il ne sera plus développé et il y a des alternatives, justement, un peu plus modernes qu'on va voir par la suite. Pendant ce temps-là, un autre petit organisme, des gens qui viennent du monde du niveau 1, du niveau 2, l'I3E, tente, lui, de son côté, avec un petit protocole qui s'appelle SPB, Shortest Path Bridging. Et en fait, le concept de base, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut? L'IETF a tenté avec son truc, nous on tente un an plus tard, à notre sauce, parce que nous, on est l'IETF. Et donc, du coup, on est l'IETF. L'IETF, on a fait Spanning Tree, on a fait VLAN. Nous, on est des gens du niveau 2. On est du niveau 1 en dessous. Donc, on va faire avec ce qu'on a au catalogue. Et donc, qu'est-ce qu'on a au catalogue? On ne se met pas d'accord. Est-ce qu'on le fait sur VLAN avec SPBV ou est-ce qu'on le fait sur PBB? Donc, PBB, c'est globalement Provider Backbone Bridges. C'est le concept d'encapsuler les adresses MAC, des trames Ethernet clients dans des trames Ethernet backbone utilisées pendant une période chez les providers, justement pour économiser un petit peu les infrastructures de niveau 2, les Mac, et pour que ça scale. Bon, déjà de base, l'I3E n'était déjà pas d'accord sur quoi faire. Donc ça a traîné déjà pendant un bon bout de temps sur est-ce qu'on fait ça sur VLAN ou est-ce qu'on fait ça sur PBB, on ne choisit pas. Bon, ça a été tranché par la suite, on fait ça sur PBB, on arrête VLAN. Ensuite, pareil, on utilise ISIS. C'est bien. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de mécanisme pour éviter les boucles. Enfin, on n'a pas de mécanisme. Faut qu'on l'améliore pour notre protocole. Et donc, du coup, pour ça, on va faire ISIS avec une extension spéciale pour SPB. Donc, ça veut dire déjà customiser un petit peu SPB. Donc, l'idée, c'est le même. Ça fait la même chose que Trill. La seule problématique, c'est d'autres problèmes. Pas d'accord dès le début. Qu'est-ce qu'on utilise comme underlay pour transporter tout ça? Pour ceux qui connaissent, qui essayent d'implémenter des standards que l'I3E a fait ou de lire les documents. Déjà, l'I3E... ça va être compliqué. Bon, le problème de l'I3E, c'est que ils font... le problème de l'I3E, c'est qu'ils font... c'est compliqué d'avoir les documents. Et donc, du coup, il faut pareil imposer SPB, ISIS et PBB dans tout le réseau. Donc, c'est compliqué pour tout le monde parce que les gens du LAN ne font pas tout ça. Topologie spanleaf. Et donc, du coup, le concept de base. Vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait du fat tree, on parlait des infrastructures clos en topologie. Bon, maintenant, dans le concept, est-ce qu'on essaye de fusionner les deux? Quand on fusionne les deux, ça donne ça. Des réseaux plus gros au milieu, des infrastructures plus petites, dans une topologie clos. Bon, maintenant, vous essayez, vous la repliez sur elle-même. Si vous la repliez sur elle-même, ça donne ça. Globalement, entrée-sortie, on est toujours dans une topologie 3 étages avec du fat tree. Hop, une petite rotation à 90 degrés et paf, ça ne fait pas des chocs à pic, ça fait une topologie spanleaf. Et bizarrement, pour les gens qui connaissent la topologie, voilà comment la topologie spanleaf est arrivée justement aujourd'hui. On ne l'a pas inventé, comme dit, c'est un protocole, c'est un concept qui a été inventé depuis très longtemps. On continue, on a 2014-2015, deux gros, Facebook, Google, normalise justement ce concept, ramène le concept d'IP-Clos, le concept de fabrique Spanleaf dans leurs infrastructures. Ils en font des démonstrations et donc ils améliorent tout, ils montrent justement qu'eux ils utilisent ça. Eux ils utilisent en revanche, ils sont un petit peu plus en avance, font que du pur IP dans leur infrastructure. On n'est toujours pas à ce qu'on va voir à la suite. Arrive 2014, VXLAN.
Et le concept de VXLAN, on essaie de résoudre les problématiques qu'avait VLAN aussi à l'époque. VXLAN, pensé par l'IETF, donc des gens du niveau 3. Et donc le concept, VLAN, c'est limité à 4096 VLAN, 4094 en pratique, mais c'est pas assez, ça scale pas pour les gros, c'est vraiment trop peu. Donc du coup, on essaie de vendre un protocole qui justement va encapsuler des trames Ethernet dans de l'UDP, là en l'occurrence. Et l'avantage, c'est que VXLAN était pensé aussi, nous on fonctionne sur IP. Comme ça, au moins, on est standard, c'est dans tous les équipements qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, le concept de VXLAN introduit le concept de VTEL, c'est les équipements en bordure qui vont encapsuler, désencapsuler les trames. Le concept de VNI, justement, qui vient en pseudo remplacer ce qu'on considérerait un VLAN, mais qui monte ça quasiment sur 24 bits. Donc, on double, on passe de 12 bits à 24 bits, ce qui permet environ 16,7 millions de VNI différents. Aujourd'hui, les équipements ne savent pas scaler autant. En général, c'est plutôt autour entre 4 et 10 000. Mais ça permet ça permet de voir le temps venir. Et donc, du coup, pareil, autre concept, comment on forward tout ça? Deux méthodes, le ingress replication ou une méthode multicast, justement, pour pouvoir transporter le VXLAN. Parce que la problématique de ça, c'est toujours comment on transporte du niveau 2. Transporter du niveau 2, on a vu, ça fait des boucles. C'est comment on fait pour les trames. Souvent, ce qui est problématique, c'est le trafic qu'on appelle BUM. Le BUM, c'est le trafic, les trames de broadcast. Ça envoie partout. Comment on gère tout ça? Le unknown unicast, une adresse où on ne connaît pas déjà la destination. Et ensuite, le multicast, il faut que ça aille d'une source vers quelques destinations. Bon, le concept le plus simple, ingress replication, on envoie à tout le monde et il se débrouille. C'est un peu le concept. Bon, c'est sympathique, mais à chaque fois qu'il faut envoyer, moi, je veux juste parler à lui. Bon, j'envoie à tout le monde, ils se débrouilleront. Ça génère du trafic. C'est simple, mais ça ne scale pas. On fait ça ensuite en dessous avec du multicast. Donc IGMP pour de l'IPv4, MLD pour de l'IPv6. Et on utilise PIM, donc protocole et Independent Multicast, pour router tout ça sur un réseau IP. Donc, c'est deux méthodes. Ensuite, j'arrive à la dernière étape. Désolé pour le retard. EVPN. EVPN, c'est un protocole qui arrive en 2015. Encore une fois, tous les protocoles que je présente, c'est la date de sortie, mais c'est en général, comme vous le voyez, eu entre 5 et 10 ans de travail qui s'est passé un peu avant, où il y a eu les premières questions qui se sont posées. Et donc, du coup, le concept d'EVPN, à la base, il vient du monde d'opérateurs. Quand je dis qu'il vient du monde d'opérateurs, c'est qu'il a été initié avec un underlay, avec un routage, un protocole de tunneling qui est MPLS. Parce que la problématique vient du monde opérateur. Quelle était la problématique au départ? C'était comment on enlève le tunneling, le VPLS, un protocole assez problématique chez les opérateurs. C'est le concept de pouvoir transporter du niveau 2 encapsulé, transparent, en multipoint. Et en fait, c'est sympa, ça marche. Mais alors la gestion en dessous est assez compliquée. La maintenance de VPLS est assez lourde. Et donc du coup, à l'époque, c'était Cisco, Juniper et Nokia. Je crois qu'il y en a encore deux autres providers que j'ai plus en tête. Se posent pour pouvoir penser à un nouveau protocole de contrôle, pour pouvoir justement, comment on résout ces problématiques qu'on a en tant qu'opérateur. Et donc du coup, on va dissocier le protocole qui va transporter la data du protocole qui va contrôler, le data plane et le control plane. EVPN est un protocole au niveau de contrôle, est un protocole de signalisation. Là où justement on va laisser MPLS, ça marche très bien. On va laisser MPLS s'occuper de transporter tout ça en dessous. C'est son boulot. Chacun son boulot. Et en faisant comme ça, en séparant les tâches, on est sur un réseau IP, ça marche très bien. On reste sur du standard, ce que tout le monde utilise. Et donc du coup, EVPN fonctionne justement. Extension BGP. On utilise des protocoles de transport en dessous, à la base MPLS. On améliore ensuite, on introduit VXLAN. On utilise les concepts de protocoles qui utilisent IP. Comme ça, on ne se pose pas de problème. On reste du standard. Qui fait de l'IP? MPLS, VXLAN, d'autres protocoles tentatives, NVGRA et aujourd'hui encore en draft, c'est GNV. Et ça introduit le concept, justement, des concepts techniques. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir continuer là-dessus. Qui introduit un mécanisme. On échange des routes de différents types pour résoudre différentes problématiques. Routes de type 1, de type 2, de type 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, ça va jusqu'à 11. J'ai mis les principales qui sont utilisées, toutes pour des usages différents, du multicast d'un côté, les changements d'interface. Mais en fait, le concept, comme vous le voyez ici, en fait, le concept d'IVPN avec, par exemple, VXLAN pour le domaine entreprise aujourd'hui,
ça va être de pouvoir livrer du trafic sur plusieurs équipements. Hein. Les gens qui ont fait du stacking ou du virtual châssis et autres ont des problématiques. On essaie de résoudre des problématiques, mais ça en crée d'autres. Et donc là, le concept, un équipement est indépendant, il parle un protocole standard. Et donc en s'échangeant des différentes routes, on peut pouvoir faire de l'infrastructure. Un client, il se connecte en LACP d'un côté, et nous, on livre ça de la façon redondante sur plusieurs équipements. On corrige toutes les problématiques qu'on avait avant en utilisant des protocoles standards. On peut faire de l'interopérabilité. Les constructeurs, on met du Cisco face à du Juniper, face à du Nokia, et ça marche parce que les gens implémentent le protocole. Du coup, pour résumer très rapidement, une topologie Spineleaf, en fait, ça date d'il y a très longtemps en clos, c'est 1952. Donc, globalement, c'est une topologie, ça n'a pas été inventé là, ça a juste été remis au goût du jour sur les réseaux IP. On a amélioré EVPN VX. Les problèmes qu'il y a eu, c'est Spanning Tree, ça ne scale pas, c'est pas un problème de redondance. Donc, pour ça, en fait, c'est l'industrie qui décide. Globalement, l'industrie, c'est économique. Hein, on choisit. Moi, je veux faire que mes équipements soient comme ça. Il faut développer un protocole qui fonctionne sur mes équipements, sinon je ne changerai pas. Donc, du coup, ça marche un petit peu comme ça. Et EVPN VXLAN, ça permet de construire aujourd'hui une base commune, en fait, qui continue à être. Il y a des RFC qui sortent tous les ans aujourd'hui pour améliorer aujourd'hui sur des gateways Unicast, sur du multicast et ainsi de suite. Et donc, du coup, cette base-là, en fait, va construire les réseaux d'aujourd'hui et continuer pour le moment d'avoir une base pour les réseaux de demain. On verra ce que ça fait pour ce qu'on construit dans le futur. Mais globalement, c'est cette base aujourd'hui qu'on remplace les réseaux Spanning Tree, on remplace les stacking d'équipements par des infrastructures. Et ça, EVPN fonctionne pour le domaine du LAN, le domaine du DC et le domaine du provider. Ce qui n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui. Les providers, ils ne font pas de Spanning Tree, ils font du MPLS. Ouais, mais on ne va pas mettre du MPLS pour connecter l'imprimante avec le firewall. Donc du coup, c'est un protocole qui unifie. C'est pas impossible, je suis d'accord. Mais c'est un protocole qui unifie tout ça. Désolé pour avoir dépassé le temps. Je vous remercie de votre écoute et du coup, je ne répondrai pas à vos questions apparemment. Génial. Ou tout du moins autour d'une bière, si vous voulez. Donc, merci en tout cas pour ton talk hyper riche en termes de contenu. Et je pense que les amoureux du réseau iront échanger avec toi autour d'IPA, poser toutes les questions. Et en tout cas, on a bien vu comment avoir un réseau scalable.